Voilà. Et donc, je vous informe que l'enregistrement a commencé. Donc, celles et ceux qui ne veulent pas apparaître à l'écran couperont leur caméra. Alors, Nicolas Wagner et Elisabeth Domas, merci d'intervenir pour nous présenter les microfolies. Alors, par contre, j'arrive pas à vous voir parce que j'ai peut-être pas la galerie générale, grande galerie. Moi, je vous vois, mais je vois pas Nicolas. Mais bon, c'est pas grave. C'est bon, c'est Je bon. vois tout le monde. Je vois Nicolas et je vois Elisabeth et je vois tout le monde. Voilà. Voilà, Et donc on est 20. Voilà. et on est 20. Donc voilà, des collègues qui sont issus de plein de départements en France. Donc on fait pas de tour de table, mais quand ils interviendront, ils vous diront d'où ils sont. Donc juste pour la partie introductive à cette intervention. Donc les microfolies, c'est un dispositif qui existe depuis plusieurs années, mais ça, vous allez nous expliquer l'historique. Et mon constat, mais peut-être que je vais être infirmé par les collègues du département, c'est que c'est finalement un outil dont on se sert assez peu, je pense, avec nos structures éducatives, les centres de loisirs ou les adhérents collectifs. Donc, voilà. Première chose, c'était de mieux connaître comment ça fonctionne et comment on peut s'en servir parce que c'est un support éducatif et culturel qui me semble très, très pertinent. Et puis la deuxième partie, c'était aussi euh, imaginer, pourquoi pas, qu'un site Franca puisse demain candidater pour euh, animer ou co-animer une future microfolie. Du coup, sur cette partie-là, je vous dirai un peu comment ça se passe dans le département de l'Aisne. Je trouve qu'il y a une microfolie qui est à proximité d'un lieu géré par les Francas. D'ailleurs, donc j'excuse les collègues de l'Aisne qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Donc Nicolas et Elisabeth, bah, je vous laisse la parole. Alors, Nicolas, est-ce que vous avez la main pour faire un partage? Est-ce que vous pouvez l'utiliser pour partager Hervé, des éléments? t'as plus de son? Ah, j'ai plus de Oui, c'est ce son. que j'allais dire. Le son est assez Excusez-moi de vous mauvais. couper comme ça, mais Ouais, du coup, d'un ouais, je seul suis coup, t'as d'accord. plus de son. J'ai plus de son. Et est-ce que là, j'ai encore du son? Yes, Non? c'est OK. Yes. OK. Alors, oui, Nicolas, est-ce que vous avez entendu ce que je vous demandais? Est-ce que vous pouvez Je comprends partager mieux. ou est-ce que vous avez besoin de moi pour partager des documents Alors, je partage. Très bien. Est-ce, est-ce que c'est visible? Oui, c'est bien. Merci. Ah, très bien. Euh, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, Peut-être pour me présenter un peu plus. Alors, je ne sais pas, Elisabeth, si tu veux te présenter, comme ça je te laisse euh, la parole en premier. Je la reprendrai Si, ensuite. si, si tu veux, si tu veux. Donc, je suis Elisabeth Domas, je suis chargée de mission politique de la ville et microfolie dans le département des territoires, à la délégation générale à la transmission au territoire et à la démocratie culturelle, avec qui les Francas travaillent très bien, puisque vous êtes en relation avec le bureau de Nicolas Merle, le plus souvent, voilà, au titre effectivement, de toute l'éducation populaire et association de solidarité. Voilà, donc je laisse la main après à Nicolas, avec qui nous travaillons main dans la main, c'est le cas de le dire. Voilà. Oui, donc moi je suis Nicolas Wagner, je suis donc chef du service microphonie à la Villette, hein. Et pour présenter un peu plus en détail, donc moi je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années au Parc de la Villette, hein. Donc Parc de la Villette, l'acronyme un peu barbare, c'est l'EPPGHV, c'est l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. Donc c'est un EPIC, hein, donc un opérateur qui dépend du ministère de la Culture. J'ai occupé plusieurs fonctions au sein de la Villette. J'ai commencé par travailler à la médiation culturelle en tant que responsable de l'action éducative et culturelle, où j'ai mené des formations pour les relais du champ social, particulièrement, notamment
organiser des formations sur les questions de méthodologie de projet pour faire le lien entre les projets issus des structures du champ social, médico-social, et la programmation du parc de la Villette. Donc, on avait des formations sur 1 ou 2 journées. On s'appuyait sur un petit guide que j'avais réalisé à l'époque sur la recherche de financement qui permettait d'avoir accès à tous les dispositifs publics, privés, européens, permettant de financer des projets d'action culturelle. Ensuite, je suis passé au service sur l'accessibilité. Je suis devenu référent accessibilité pour les publics en situation de handicap pour mettre ce grand parc urbain à 55 hectares pour essayer de mettre en accessibilité, notamment d'avoir la labellisation tourisme handicap sur les différents lieux de programmation. Et donc, depuis 2017, j'ai rejoint le service Microfolie en tant que chef de service. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, donc le projet Microfolie, alors, je vais essayer de voir si ça fonctionne. C'est un projet effectivement qui existe depuis 2017, qui est un projet qui a été mis en œuvre par l'ancien président du parc de la Villette, Didier Fusier, qui occupe maintenant la fonction de président du Grand Palais de la RMN, et qui avait un peu dans l'idée déjà de faire ces petites maisons de la culture. Alors, j'y reviendrai un peu plus en détail, hein. C'est des petites maisons de la culture connectées, pour le dire un peu rapidement, des microfolies, à disposition sur les territoires. On était un peu sur un concept un constat, notamment à la Villette, de difficulté de faire venir les publics, hein. Alors, malgré tout le travail qui est fait en termes de médiation culturelle, d'action culturelle, travail de terrain au sein des structures, on avait fait le constat, et notamment avec les autres opérateurs culturels, de la difficulté qu'on avait pour les publics, notamment du champ social, à franchir la porte d'un établissement culturel, d'un opérateur culturel, où il y avait toujours ces questions de légitimité. Il y avait voilà, des questions qui se posaient en termes aussi de code dans les salles de spectacle, où c'était pas forcément évident d'éteindre son téléphone portable, de saluer, enfin voilà, plusieurs choses qui avaient été soulevées. Et donc, Didier Fusier a imaginé cette petite plateforme numérique pour l'étendre un peu sur tout le territoire. Donc, lorsqu'il est arrivé à la Villette en 2015 et qu'il a vu les petites folies, alors c'est les petites folies rouges, c'est les petits bâtiments rouges que vous voyez, où il y en a 26 sur le parc de la Villette, qui ont été imaginés à l'origine par Bernard Tchoumi, qui était le concepteur du parc de la Villette, et qui au départ, d'ailleurs, ces petites folies devaient s'étendre au-delà de l'enceinte du parc de la Villette, aller vers les territoires du département de la Seine-Saint-Denis, Pantin, Aubervilliers, etc. Finalement, ça s'est pas fait. On en est resté à 26 folies. En tout cas, Didier Fusier a repris un peu ce geste architectural et ce concept pour le déploiement de ces microfolies. Donc, Microfolie a vu le jour en 2017, hein, je vous le disais, à l'occasion des partenariats entre les zones de sécurité prioritaires et les établissements culturels qui avaient été initiés à l'époque par la préfecture d'Île-de-France à la suite des attentats de Paris en 2015. Il y avait la préfecture d'Île-de-France avait identifié 22 territoires qu'ils ont voulu jumeler avec des 10 sensibles, hein, qu'ils ont voulu jumeler avec des opérateurs culturels. Et donc, la Villette a été associée au quartier des Bedottes à Sevran, qui est un quartier qui cumule beaucoup de difficultés, hein. Alors déjà, c'est un quartier qui n'avait aucun équipement culturel, hein. Il n'y avait aucune médiathèque, musée, enfin c'était absolument, voilà, qui en plus avait une image assez négative en termes d'insécurité, de consommation de drogue, enfin voilà. Donc la Villette, lorsqu'il y a eu ce jumelage, a décidé donc d'installer la première microfolie. À l'époque, le maire Stéphane Gatignon de Sevran avait dit, moi j'ai qu'un espace, c'est une ancienne école maternelle qui a brûlé, donc voilà, je peux vous mettre à disposition cet espace. Donc
avec les équipes de la Villette, on a monté un parquet de balles qu'on utilisait à la Villette pour notre programmation de cirque, cabaret, art de la rue, pour monter cette première microfolie à Sevran. Et donc le projet s'est fait en partenariat avec les grands opérateurs culturels. Donc au départ, il y avait les 12 opérateurs culturels, plutôt parisiens ou franciliens. Donc là, vous les avez, hein, le château de Versailles, la Cité des sciences et de l'industrie, le Louvre, l'Institut du monde arabe. On avait aussi l'Opéra national de Paris. Enfin, je vais pas tous les citer, le Centre Pompidou, qui ont mis à disposition donc de cette première microfolie leurs plus grandes œuvres, leurs œuvres un peu emblématiques, qu'ils ont numérisées en très haute définition pour donner accès aux habitants de Sevran leurs fonds en termes d'œuvres. Et puis on a été rejoint aussi ensuite par Arte qui a amené des contenus sur les casques de réalité virtuelle, j'y reviendrai également, ou la Fondation Orange qui a permis de construire ce qu'on appelle des bulles de folie, qui sont des actions de médiation en lien avec les contenus proposés par les microfolies. Donc au fur et à mesure, les partenaires se sont étoffés, au fur et à mesure qu'on a enrichi la base de données, les différentes collections, avec notamment des partenaires régionaux. Et maintenant, on compte plus de 380 établissements culturels qui mettent à disposition du réseau des microfolies leurs fonds, leurs œuvres en mode numérisé. Donc on est vraiment sur une volonté d'avoir une dimension de décentralisation culturelle. Donc ça, c'était vraiment très important dès le départ, parce qu'à l'ouverture donc de la microfolie de Sevran en janvier 2017, ça a tout de suite rencontré un succès assez important, alors que ce soit au niveau du ministère, puisqu'on a eu Fleur Pellerin à l'époque qui a inauguré cette microfolie, et puis il y a eu d'autres ministres qui sont passés, puis un vrai succès public au niveau des habitants de Sevran, puisque dès la première année, il y a eu plus de 15 000 visiteurs qui sont venus visiter cette microfolie, avec un gros travail en amont par les équipes de la ville de Sevran, mais aussi les équipes de la Villette pour faire un travail de sensibilisation des associations, des établissements scolaires pour qu'on puisse amener les publics à cette microfolie. Et ce succès a eu un écho auprès du ministère qui a inscrit donc le dispositif microfolie dans son plan Culture près de chez vous, qui était un plan de décentralisation culturelle qui était ensuite repris par les différents ministères avec des objectifs de déploiement de microfolie par territoire. Donc on avait élaboré une cartographie en lien avec les services du ministère en identifiant des géographies. Alors, eux appelaient ça à l'époque les zones dites blanches, qui étaient les zones sous-dotées en équipement culturel, souvent en ruralité, pour arriver à déployer ces microfolies. Donc, au départ, on est parti sur une cartographie de 80 territoires sur l'ensemble de l'Hexagone, et aussi dans les territoires ultramarins. Et puis très très vite, ça a eu beaucoup de succès. On a développé ces 80 microfolies. Les objectifs sont montés ensuite à 500. Et puis là, maintenant, on est à un objectif de 700 microfolies. Mais j'y reviendrai également dans la partie déploiement. Donc, l'objectif, effectivement, c'était de se dire que plutôt que de faire venir les publics, c'était vraiment d'aller à la rencontre des territoires et de pouvoir amener des contenus sur ces différents territoires. Donc, on a ensuite beaucoup axé notre effort sur les zones de géographie prioritaire, donc que ce soit la ruralité, les quartiers politiques de la ville, et les dispositifs cœur de ville, petites villes de demain, qui ont été la cible là sur l'ensemble des 600 microfolies ouvertes, puisqu'on va inaugurer la 600e le 8 juillet prochain, là, à Tarbes. On a plus de 80% des microfolies qui sont en géographie prioritaire. Et
Et l'autre peut-être aspect de ce dispositif, c'est qu'on est vraiment sur un dispositif de coopérative artistique, c'est-à-dire que toutes ces microfolies sont en réseau, c'est-à-dire peuvent communiquer entre elles et peuvent échanger sur les bonnes pratiques, pouvoir mettre en avant leurs actions de médiation, pouvoir mettre en ligne des petits documents, des fiches pédagogiques, des petits fils aussi de médiation à travers une plateforme collaborative qu'on a mis en place un peu plus tardivement et qui permet vraiment à la fois d'avoir toutes les ressources sur la façon de monter un projet en lien avec les microfolies, mais aussi de pouvoir communiquer entre eux sur leurs différentes pratiques. Euh, et donc, dans ce cadre-là, l'objectif également, c'est vraiment de pouvoir nouer des partenariats sur les territoires et de pouvoir faire en sorte que ces microfolies puissent travailler. Problème de son. Vous m'entendez, tiens? Est-ce que vous m'entendez, tiens? Oui, oui. Oui, pardon. Je vais essayer de me rapprocher de mon micro, pour être plus audible. Donc voilà, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir nouer des partenariats avec les opérateurs culturels sur place. Parce qu'effectivement, une microfolie, c'est d'abord et avant tout un outil de médiation qui permet ensuite de préparer les publics à aller voir les œuvres en vrai dans les musées et sur les territoires. Et donc ça, c'est vraiment un axe essentiel. C'est qu'on associe vraiment tous les musées et tous les opérateurs culturels dans les différentes régions pour qu'on puisse ensuite organiser des visites au sein de leurs institutions. Donc, on organise régulièrement des rencontres, des formations où les chargés de médiation de ces différents musées viennent dans la microfolie pour préparer les groupes à venir ensuite dans les musées pour organiser des visites au sein de ces musées. Alors, pour rentrer plus directement dans ce que c'est une microfolie, donc je l'ai abordé rapidement, on a vraiment ce qu'on a appelé un peu de façon un peu abusive le cœur de la microfolie, qui est le musée numérique, mais en fait le cœur de la microfolie, c'est le médiateur, c'est la personne qui accueille les publics et qui anime ces sessions, et le musée numérique est un peu le centre de la microfolie. C'est-à-dire que pour être labellisé microfolie, il faut bénéficier d'un musée numérique. Alors un musée numérique, c'est quoi? Là, on le voit sur l'image, c'est un écran avec en regard des tablettes avec une borne Wi-Fi intégrée qui permet une interaction entre ce qui est diffusé sur l'écran et les tablettes. Donc, on a actuellement plus de 18 collections. On inaugure et on lance chaque année 4 nouvelles collections. On en a 18 actuellement. On va inaugurer la collection Bretagne le 26 juin prochain, très, très prochainement. Et donc, ça permet de pouvoir bénéficier des collections à la fois nationales. Donc, on a commencé par les collections nationales, surtout en lien avec les 12 contributeurs nationaux que j'évoquais en début de notre échange. Et ensuite, on a élargi avec des collections régionales. Donc, on a une collection Bretagne, une collection de Normandie, Grand Est, Centre-Val de Loire, Corse. Voilà, on aura d'ici 2026 couvert à peu près tout le territoire. On aura une collection Guyane, Martinique, Guadeloupe aussi qui va être inaugurée l'année prochaine. On travaille sur une collection Réunion, de l'île de la Réunion qui va sans doute être couplée avec Mayotte. Enfin voilà. Donc on a vraiment voilà le désir et la volonté de pouvoir travailler avec les différents opérateurs culturels pour aussi, dans une démarche aussi de ne pas avoir une démarche centralisée, c'est-à-dire de ne pas avoir quelque chose qui descend de Paris vers les régions, mais vraiment d'associer tous les territoires qui sont acteurs des contenus et des différentes collections. On a aussi des collections thématiques. On a ouvert une collection à l'occasion des JO, notamment une collection sport. On a des collections sur les résidences royales européennes, des collections internationales avec Mexico, Québec, etc. Donc, voilà, ça c'est un peu les différents types de contenus qu'on peut avoir. Donc en tout, on a plus de 5000 contenus, 5000 œuvres au sein du musée numérique.
Donc on peut avoir accès de deux façons à ce musée numérique, hein. Donc on a le mode collection, qui est un peu le mode visite libre, hein, pour les publics individuels, pour les visiteurs en mode en famille, pour les habitants qui viennent et qui peuvent se rendre dans la microfolie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cahier des charges qu'on impose aux porteurs de projets, c'est la gratuité, hein. Donc l'accès des microfolies est absolument gratuite pour tous, pour avoir accès aux différents contenus, hein. Donc dans le mode collection, on a accès donc à ces 5200 contenus et on peut naviguer avec la tablette sur ces différents contenus. Donc le principe, c'est qu'on a un petit film par collection qui est scénarisé, qui est projeté sur l'écran, qui dure à peu près un quart d'heure, 20 minutes, hein. Et en cliquant sur le cœur au centre de la tablette, on a l'œuvre qui était affichée sur l'écran, qui apparaît sur la tablette et qui permet d'avoir un peu des informations complémentaires sur l'artiste, où l'œuvre est accessible, et d'avoir un peu des informations complémentaires. Et puis ça permet aussi d'avoir toutes les œuvres complémentaires de l'opérateur qui présente ce tableau. Donc les films et les œuvres sont principalement des œuvres en lien avec les beaux-arts, mais pas uniquement, hein, puisqu'on a aussi du spectacle vivant. Donc on peut avoir accès à des opéras, notamment l'Opéra national de Paris, mais on a aussi les opéras régionaux qui proposent des contenus. On peut avoir accès à des pièces de théâtre via le partenariat avec le Festival d'Avignon. On a des œuvres en lien avec l'architecture, des concerts de la Philharmonie. Enfin voilà, c'est vraiment un corpus et un florilège d'œuvres assez divers. Et puis, on a des petites applications pour le jeune public qui permet d'avoir un accès à des jeux. Donc voilà, on a des puzzles, différents types de contenus qui permettent d'avoir un accès un peu plus ludique au contenu des œuvres. On a ensuite développé ce qu'on appelle le mode conférencier. Alors là, qui s'adresse uniquement, enfin spécifiquement aux responsables de groupe, hein, que ce soit les responsables de groupes associatifs du champ social ou les enseignants avec leur classe. Et donc, le mode conférencier, ça permet, un peu comme sur Deezer ou Spotify, de constituer une playlist pour le responsable de groupe à travers tout le catalogue des œuvres disponibles. Donc, en fait, on a voulu que ce soit assez simple d'utilisation. Donc, le responsable de groupe qui veut faire sa playlist s'adresse au référent de la microfolie. Il a un code d'accès et avec ce code d'accès, il a la possibilité donc de pouvoir naviguer dans toutes les collections, tous les contenus, et il peut donc constituer une playlist sur le thème de son choix. Ça peut être l'impressionnisme, le paysage, les figures féminines. Voilà, c'est infini comme œuvre. Et donc il sélectionne les œuvres qu'il souhaite développer, et il prend rendez-vous en même temps auprès du responsable de la microfolie. Donc une fois que le rendez-vous est confirmé, il arrive avec sa classe ou son groupe, et donc il prend la main, et c'est lui qui devient en fait le conférencier de sa propre visite, et il prend la main avec une tablette maîtresse, et ça lui permet de monter, d'organiser sa propre visite. Donc là, on a vu que ça fonctionne assez bien avec les publics scolaires, hein. On a eu récemment, mais j'y reviendrai, une étude de l'Inspection générale des affaires culturelles qui montre que la plus grande partie du public des microfolies, enfin, 50%, la moitié du public, pour être précis, c'est des publics scolaires. Et donc, on fait un gros travail. Donc, les médiateurs qui sont des microfolies font donc un gros travail aussi en lien donc, avec les enseignants, mais aussi les éducateurs et toutes les personnes qui souhaitent monter un projet culturel en faisant des réunions à chaque rentrée de présentation du dispositif. Et donc, ça permet, par exemple, lorsqu'une microfolie est proche d'un collège ou d'un lycée ou d'une école, de pouvoir, c'est ce qui se passe d'ailleurs à Sevran, l'enseignant vient dans la microfolie avant de commencer son cours et débute sa classe au sein de la microfolie avec les œuvres qu'il a sélectionnées, et puis ils peuvent poursuivre ensuite en classe le cours qu'ils ont sur le thème qu'il a choisi. Je vais passer assez rapidement. Et donc là,
à côté du musée numérique, hein, qui est le module central, on a d'autres espaces qui peuvent être adaptables en fonction du lieu d'accueil, hein. Donc, on peut avoir un espace atelier Fab Lab, hein. Donc, on peut avoir des imprimantes 3D, des machines à floquer des t-shirts, des machines à coudre numériques, et qui permet aux groupes qui viennent dans les microfolies d'être un peu dans le faire, hein, dans la pratique. Et donc, on essaye, quand on peut, de faire les liens avec les contenus du musée numérique. Donc, on peut construire des petits objets avec l'imprimante 3D, par exemple, en mode cubiste, on a des petits pendentifs, on peut avoir des petites pyramides si on est mis sur l'Antiquité. Alors, c'est un peu long, hein, les imprimantes 3D toujours, mais voilà, il y a beaucoup d'inventivité de la part des fab managers et des personnes qui animent ces lieux. Enfin, on peut avoir un coin de réalité virtuelle. Alors ça fonctionne très bien aussi, hein. Donc, on a tous les contenus d'Arte, ce qui permet aux visiteurs de pouvoir nager avec les requins, de pouvoir être sur la banquise avec les ours blancs. Enfin, voilà, tous les contenus proposés par Arte, mais on a aussi d'autres opérateurs qui proposent des applications en réalité virtuelle. On a notamment une application avec le Louvre sur un face-à-face avec la Joconde, où on a Mona Lisa qui communique avec le visiteur et qui explique qu'elle a eu 5 enfants, qu'elle vole dans les machines qui n'ont jamais fonctionné de Léonard de Vinci. Enfin, voilà, ça permet un peu d'avoir une approche un peu ludique pour ensuite aller voilà, découvrir et organiser une visite directement au Louvre. Et les autres espaces, donc on a des espaces médiathèque, ludothèque, on a des ressources en lien avec les œuvres du musée numérique. Et puis après, en fonction des lieux d'accueil, on peut avoir, il y en a qui ont des jardins pédagogiques lorsque c'est possible à l'extérieur, d'autres qui peuvent avoir des lieux pour avoir des expositions, parce qu'une microfolie s'implante euh, euh, dans une grande majorité des cas dans un lieu culturel existant. C'est-à-dire que Sevran, c'est un peu un cas unique. Alors, on a des microfolies qui sont dans des lieux dédiés, hein, à Noisy-le-Sec et quelques autres, mais majoritairement, les microfolies, les modules des microfolies s'implantent dans des établissements, dans des opérateurs existants déjà. Alors, principalement, ce sont des médiathèques, hein. On a une grande partie des microfolies qui sont installées dans des médiathèques où il suffit d'avoir un espace on préconise 100 mètres carrés, mais ça peut être un peu moins pour accueillir la microfolie. Après, on peut avoir des microfolies qui sont dans des lieux un peu un peu plus atypiques, hein. On peut avoir. Pardon, je suis en train de m'étouffer, je vais boire un peu d'eau. Excusez-moi. On peut être installé dans des abbayes désacralisées, on est dans des MJC aussi, hein. Neuf-Saint-Georges, c'est une MJC qui accueille la microfolie. Donc en fait, c'est tous les lieux qui souhaitent accueillir une microfolie et qui ont l'espace peuvent le faire, hein. Voilà, c'est un projet qui est très très adaptable, mais j'y reviendrai, puisqu'on on a en plus ensuite imaginé d'autres façons d'installer une microfolie, notamment dans une version itinérante avec des kits microfolie mobiles qui permettent de pouvoir rayonner sur un territoire. Euh, alors, pardon, j'ai beaucoup parlé, donc euh, ce que je vous propose, c'est de découvrir un petit clip qu'on a réalisé de présentation qui reprend un peu tout ce que je viens de dire, euh, et qui dure, je crois, à peu près 1 minute 30. Donc voilà, je vous propose qu'on regarde ça, comme ça me permettra de reprendre un peu mon souffle. Je vais le lancer. Nicolas, est-ce qu'il y a du son dans votre film ou pas? Oui, vous m'entendez? Vous Alors, m'entendez pas? ouais, non, alors il faut départager et quand vous allez refaire le partage, il faut bien cliquer le petit bouton qui s'appelle partager le son de mon ordinateur. Alors, Ah, faut que j'enlève le oh, partage? ouais, enlevez le partage, s'il vous plaît. Et donc là, vous refaites partager avec son de mon ordinateur, normalement. Je refais le partage.
inclure le son. Merci beaucoup. Alors, Voilà, je vous en je prie. m'occupe du numérique, mais j'ai encore beaucoup de lacunes là. Et je me remets. Alors, je repars sur la slide. La microfolie est un dispositif de politique culturelle porté par le ministère de la Culture et coordonné par la Villette. Mais c'est quoi au juste une microfolie? La microfolie, une porte d'entrée vers les musées du monde. Une microfolie est un espace qui offre au public l'accès à des contenus culturels, ludiques et technologiques variés. Elle peut s'installer dans tout type de lieu existant et ne nécessite pas d'infrastructure particulière. Les microfolies sont aujourd'hui présentes en France et dans le monde, dans plusieurs centaines de sites, et leur contenu se décline en plus de 10 langues. Mais que trouve-t-on au juste dans une microfolie? Au cœur de la microfolie, le musée numérique est une offre culturelle unique qui réunit plus de 5000 œuvres sous forme numérique. Créé grâce à la participation de 12 établissements nationaux fondateurs, le musée numérique regroupe aujourd'hui les œuvres de plus d'une centaine de musées et d'institutions, nationales et internationales. Il s'enrichit chaque année de 3 à 4 nouvelles collections thématiques et pluridisciplinaires, composées chacune en moyenne de 250 à 400 chefs-d'œuvre. 2 modes de visite permettent de découvrir le musée numérique. Le mode visiteur libre offre un accès libre à tous. Chacun peut suivre sa propre navigation entre l'écran géant et sa tablette, en lisant les cartels conçus par les conservateurs des musées et en découvrant les secrets des œuvres de façon ludique. Le mode conférencier permet d'organiser des visites thématisées et programmées pour les groupes. Véritable outil d'éducation artistique et culturelle, le musée numérique devient alors un support de médiation incroyable pour les professeurs et les animateurs. Mais une microfolie, ce n'est pas seulement un musée numérique. Chaque porteur de projet a la liberté d'intégrer différents modules complémentaires à sa microfolie. Un espace réalité virtuelle, proposant une sélection de contenus immersifs à 360 degrés. Un Fab Lab pour découvrir et s'initier à la technologie. Une ludothèque offrant des ouvrages et des jeux sur le thème de la culture. Un espace scénique pour des spectacles organisés avec les artistes, les structures culturelles et les associations locales. Ou encore un espace convivial pour se réunir et échanger. Le déploiement d'une microfolie est simple et accessible à tous. Le musée numérique s'installe et s'utilise facilement. Chaque porteur de projet profite d'un accompagnement personnalisé tout au long de sa démarche, de la préparation de son dossier au déploiement final. Et les microfolies mobiles peuvent bénéficier d'un kit La Villette doté de tout le matériel nécessaire. Microfolie, c'est donner l'envie d'aller au musée. Merci au réseau Microfolie. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce stade ou si je poursuis. Moi, je veux bien juste, par rapport à ce que vous disiez sur l'installation dans différents lieux, peut-être présenter très vite l'endroit où il y a un lien entre un site Franca et une microfolie. Donc, c'est dans la ville de Guise, dans l'Aisne. Et la microfolie qui est gérée par la collectivité. Alors, je ne sais pas si c'est la ville ou si c'est la communauté de communes, mais en tout cas, c'est le gestionnaire, c'est la collectivité. Et donc, cette microfolie est installée dans un espace de vie sociale qui est en fait un tiers-lieu, quoi, où il y a à la fois la partie centre d'animation qui est géré par l'équipe des Francas. Et juste à côté, il y a la microfolie. Donc, quand je dis juste à côté, en fait, il y a pas de cloison hein, entre l'espace de vie sociale et la microfolie. Et il y a une belle porosité entre les équipes d'animation qui permettent. Alors, du coup, je pense que c'est la modalité conférencier là, que vous avez citée tout à l'heure qui est proposée aux équipes des Francas. Et donc, les animateurs et les animatrices Francas se servent
des collections numériques pour faire des projets d'animation avec les enfants qu'ils reçoivent dans leur espace de vie sociale. Voilà, donc ça, c'était le petit exemple qui illustre une des manières d'animer une microfolie. Et je ne sais pas si à un moment donné, vous allez nous montrer la carte des microfolies. Oui, oui, oui. Ok, ça marche. J'y viens, Et c'était alors, pas la partie déploiement, très mais bien. effectivement, les porteurs de projets sont effectivement essentiellement des collectivités, mais ça peut être aussi des associations, on peut avoir aussi des fondations, etc. Mais c'est vrai que majoritairement, ce sont soit des communes, soit des collectivités d'agglomération, des communautés de communes qui portent le projet. Et on peut avoir donc effectivement des microfolies installées dans tout type de lieux, hein. Donc je parlais des médiathèques, mais vous avez raison de le préciser, on est aussi on peut être dans des centres sociaux, on peut être dans des MJC. On a voulu vraiment que ce projet soit le plus adaptable possible. On a même installé une microfolie dans les cales d'un voilier qui reliait les îles du Ponant en Bretagne, porté par une association. Et donc on avait installé un petit musée numérique au fond du bateau, qui permettait aux passagers de pouvoir avoir accès aux œuvres. Là, on a inauguré l'année dernière une microfolie au sein du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, qui était aussi une grande première, qui permet de travailler avec les équipes du SPIP, hein, du centre service de probation et d'insertion, qui permet aussi ensuite de pouvoir généraliser cette proposition dans d'autres maisons d'arrêt, sur d'autres régions. Enfin, et le lien effectivement avec le champ social et les associations sont effectivement extrêmement importants. Donc le projet a vraiment évolué au fur et à mesure qu'il avançait, hein, puisque effectivement au départ on était plutôt dans un équipement fixe au sein d'un lieu culturel, mais on a, au fur et à mesure que les choses avançaient, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait un besoin de pouvoir irriguer des territoires un peu plus larges, et notamment en zone rurale. Et donc, on a imaginé ces petits kits mobiles qui tiennent dans des flycases, hein, donc avec tous les modules tiennent dans 5 flycases qui peuvent être transportés assez facilement dans un utilitaire de 20 mètres carrés. Et ça permet d'aller pour les médiateurs mener des ateliers dans différents lieux, donc dans des centres sociaux, dans des MJC, mais aussi en EHPAD, hein. On a beaucoup de médiateurs qui font des activités avec les résidents des EHPAD, notamment avec les casques de réalité virtuelle, hein, qui fonctionnent vraiment bien avec les résidents, mais aussi avec les balades pédagogiques. J'y reviendrai un peu plus tard. Je vais passer assez rapidement. Donc aussi, voilà, l'importance aussi, hein, de ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est on est vraiment sur une notion de réseau, hein. C'est-à-dire que vraiment, les médiateurs ne travaillent pas tout seuls dans leur coin, mais sont vraiment en lien les uns avec les autres, hein. Donc on a beaucoup de réunions avec eux, on organise des rencontres régionales, départementales, interdépartementales, qui permettent, voilà, aux médiateurs de co-construire et de travailler ensemble sur des projets avec leurs homologues. On invite évidemment aussi les partenaires du musée numérique. Donc, on travaille beaucoup aussi sur l'enrichissement des collections avec les partenaires sur place pour constituer des collections régionales. Et donc, on a tout un type d'outils de médiation en lien avec les musées numériques qui sont fournis par les partenaires du projet, hein. Donc, on a les mallettes qui sont le best-seller qui fonctionne très bien, les mallettes pédagogiques proposées par le Grand Palais, mais on a aussi des livrets-jeux, des cahiers de médiation. Et puis, pour chaque collection, on a un catalogue qui permet aux médiateurs de pouvoir se retrouver dans la masse d'informations et dans l'ensemble du nombre d'œuvres. Voilà, je vais passer. Et l'autre aspect, hein, que je n'ai pas encore évoqué, qui est aussi un travail avec une programmation de compagnies artistiques. Donc, on travaille avec des compagnies qui sont proposées, alors soit en lien avec les DRAC, hein, les directions régionales des affaires culturelles, qui identifient des artistes en résidence dans chaque région, soit des artistes qui sont en résidence à la Villette, autour du hip-hop, du cirque, mais ça peut être aussi des artistes proposés directement par les microfolies, qui permettent de constituer un petit catalogue de programmation et qui permet aussi de faire tourner ces artistes dans le réseau des microfolies. Donc,
on a développé plusieurs thèmes autour du hip-hop, j'en parlais, du cirque, mais aussi des arts numériques, de la magie nouvelle, du théâtre, etc., qui permettent d'avoir des petites formes pour que ces artistes puissent se produire au sein du Microfolie lorsqu'ils ont la possibilité de les accueillir et ensuite de pouvoir tourner dans l'ensemble du réseau. Enfin, donc, pour revenir sur les lieux d'implantation et sur le réseau, donc effectivement, là, vous avez une carte d'implantation de l'ensemble des microfolies en France, l'Hexagone et les territoires ultramarins, avec donc le dispositif a été classé en politique prioritaire du gouvernement en 2023. J'en parlais avec un objectif de 700 microfolies à ouvrir en activité fin 2026. Et là, on va inaugurer la 600e. Donc voilà, on développe ce réseau assez rapidement. Donc effectivement, il y a une espèce de cercle un peu vertueux où les territoires qui ont beaucoup de microfolies en ouvrent d'autant plus parce que elles sont de plus en plus visibles et ça permet aux élus de pouvoir les visiter, de se rendre compte de ce que c'est, de voir si c'est adapté pour leur collectivité. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de la carte des adresses des microfolies sur le site de la Villette. J'ai mis l'adresse, c'est la villette.com et vous avez l'ensemble des cartes de déploiement par région et sur l'ensemble du territoire, mais aussi à l'international, parce que je ne l'ai pas dit, mais les microfolies sont aussi implantées à l'international puisqu'on a une 50aine de microfolies ouvertes sur tous les continents. On a à Bogota, à Lima au Pérou, on en a ouvertes au Brésil, à Belém, à Rangoon en Birmanie, à Ulaanbaatar en Mongolie extérieure. Enfin, voilà. On a on a un réseau qui s'étend en lien notamment avec les instituts et les alliances françaises. Alors, peut-être aussi rapidement parler des actions que nous proposons pour accompagner ces microfolies. Donc, on a vraiment un accompagnement et une formation qui est proposée pour les médiateurs des microfolies. Donc, chaque médiateur de microfolie, lorsqu'elle ouvre, vient 2 jours à la Villette pour se former à la prise en main du musée numérique, mais aussi sur les dispositifs de médiation et comment monter des parcours d'action culturelle en lien avec les contenus proposés. On intègre, donc on a des formations, ça c'est des formations de niveau 1. Ensuite, on a des formations de niveau 2 qui sont un peu plus spécialisées en fonction des projets et en fonction de ce que souhaite développer le médiateur avec ses publics. On a aussi un volet sur l'accessibilité, sur l'accueil des publics en situation de handicap qui permet de sensibiliser les médiateurs à ces questions-là. Et puis, on a bien sûr tout ce qui est le support technique qui permet à toutes les microfolies qui peuvent rencontrer des difficultés, parce qu'on est sur l'informatique, du technique, d'avoir une hotline qui les dépanne en cas de difficulté. Voilà. Et alors, peut-être aussi rapidement sur la façon dont on travaille. Donc, on a une équipe là de 8 personnes. Donc, on en a 4 à Paris et 4 au sein des DRAC, dans les régions, qui travaillent directement en lien avec les référents DRAC sur l'ingénierie culturelle. Donc, on accompagne vraiment les collectivités qui souhaitent monter une microfolie depuis le début du projet, depuis l'idée jusqu'à l'inauguration. Et après, bien sûr, on suit également une fois que la microfolie est ouverte pour qu'on puisse maintenir une activité. Donc, il y a vraiment tout un travail préparatoire. Donc, les équipes sont beaucoup sur le terrain, rencontrent les élus, mais pas uniquement, bien sûr, aussi tous les responsables des lieux culturels pour que le projet soit vraiment bien construit, défini et qu'ensuite on puisse les accompagner sur la manière dont on peut monter une microfolie, notamment sur l'obtention du financement, parce que le coût du matériel est à la charge des collectivités et donc on a en lien avec les préfectures de région fait tout un travail d'accompagnement et notamment de mise en place de subventions spécifiques pour que les collectivités qui sont éligibles puissent être aidées dans leurs investissements. Enfin,
Ensuite, les microfolies qui adhèrent au réseau signent une charte d'adhésion. Donc, on rappelle un peu le cahier des charges et voilà, les grandes lignes, notamment la gratuité, j'en parlais, et qui permet voilà, d'avoir accès à tous les comptes, la plateforme collaborative, j'y reviendrai, le musée numérique et l'accès à toutes les œuvres. Euh, donc là, peut-être rapidement aussi, hein, donc voilà, revenir sur l'investissement, donc l'investissement à la charge des collectivités. Donc on a un cahier des charges techniques qui permet à chaque porteur de projet de savoir voilà, de quel type de matériel il doit s'équiper pour que la microfolie puisse fonctionner correctement. Enfin, alors ce qui est très important aussi hein, dans les études préalables et dans les premiers contacts, c'est d'avoir tout de suite en tête que cette microfolie ne fonctionne pas toute seule, hein. C'est un outil de médiation, mais il en est ce qu'on en fait. Et donc, il est vraiment nécessaire d'imaginer dès le départ du projet un médiateur dédié qui puisse accueillir les publics et monter les actions de médiation en lien avec les contenus proposés. Donc, le médiateur, ça peut être soit un recrutement, donc là, pour une commune, ça a effectivement un coût, hein, puisque c'est quand même un investissement important, c'est un emploi, mais ça peut être aussi, si la microfolie est implantée dans un équipement déjà existant, une mobilité en interne, quelqu'un qui est redéployé sur un poste de médiateur qui s'intéresse à ces questions et que nous, on forme très spécifiquement sur ces questions-là. Enfin, et donc, l'adhésion au réseau des microfolies s'élève à 1000 euros par an par porteur de projet. Alors, ça finance en grande partie surtout les droits, hein, les cessions des droits des œuvres, puisque chaque œuvre, il y a des négociations avec les ayants droit pour qu'on puisse le mettre à disposition des publics des microfolies. Donc on a plusieurs leviers. Donc là, je passe rapidement. Mais voilà, on a plusieurs programmes qui permettent de financer l'investissement. Alors, c'est principalement du FNADT, hein, du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire, proposé par les préfectures de région. Donc chaque préfecture de région euh, euh, peuvent lancer des appels à projets qui permettent aux porteurs de projets d'avoir un guichet dédié microfolie, c'est-à-dire de ne pas rentrer dans le commun, mais de pouvoir bénéficier d'une enveloppe, lorsque c'est le cas, pour financer une partie de leur matériel. Puis après, on a d'autres types de financement comme la DSIL, hein, qui est plutôt départementale, mais et aussi du DUTR et beaucoup plus rarement la DGO qui ne finance pas l'investissement, mais plutôt les actions de médiation en lien avec les, les propositions artistiques. Voilà, j'étais un peu plus rapide sur la fin, mais on peut revenir, si vous le souhaitez, sur des, des plans particuliers, des axes particuliers. Merci. Alors, j'ai mis dans le chat le lien vers le site que vous avez cité. A priori, il y a un petit problème là pour accéder à la carte interactive. Ah, Et ouais, il y a un message qui nous dit que en anglais que c'est restreint, mais que ça sera peut-être accessible plus tard. ah bah voilà, il suffit que je fasse cette présentation pour que ça bug. Bah, Du coup, ça nous je met vais vérifier. voilà, ça nous met en, Alors, ce que je ça vais fait un faire petit. peut-être si vous le souhaitez, parce qu'on a un lien Drive qui est destiné aux porteurs de projets, qui permet vraiment d'avoir accès à l'ensemble des documents que je vous ai présentés, donc à la fois d'avoir la brochure de présentation, l'accès aux petits clips, mais aussi à toutes les cartes de déploiement et aux adresses des microfolies. Mm. C'est un lien où on peut retrouver tous les documents que je Alors, vous ai présentés. vous me l'aviez envoyé, mais je ne savais pas. Donc, ça veut dire que ça, c'est un lien que je peux Tout à fait. diffuser à mes collègues là, qui sont présents aujourd'hui. Bien Ah, sûr, très bien. accessible. OK. Alors, ben là, je ne sais pas s'il y a donc des questions. Peut-être déjà un petit sondage en direct. C'est qui a déjà travaillé avec une microfolie? Alors, soit directement, soit une école qu'on connaît, un centre de loisirs qu'on connaît, un adhérent collectif qu'on connaît. Est-ce que vous pouvez lever la main? Et puis, si c'est le cas, peut-être expliquer comment ça s'est passé. Donc, on soit plutôt là sur cette partie comment utiliser les microfolies auprès des publics avec lesquels on travaille. Et puis après, qu'on ait peut-être un petit échange sur la deuxième partie, c'est-à-dire et pourquoi pas une microfolie euh, dans un site Franca. Donc Et Aline alors, dit non.
Ouais, allez-y. Pardon, et je pense qu'il y a Elisabeth aussi qui voulait intervenir au Mhm. point de vue du ministère, donc je ne voudrais pas lui qu'elle puisse avoir son temps de parole aussi. Ah bah, allez-y, Elisabeth. Non, mais je trouve que bonjour, ouais, rebonjour à tous. Mais c'est important que Nicolas, tu présentes vraiment le dispositif. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, bien sûr, à ce que vient de dire Nicolas, à ce que vous a présenté Nicolas. Mais je trouve que la question d'Hervé est intéressante de savoir si effectivement vous avez déjà été dans une microfolie à titre individuel ou avec un centre de loisirs, un de vos groupes constitués. Parce que, effectivement, nous, notre objectif, c'est que ce réseau de microfolie qui est quasi bien implanté au niveau national, il y a encore des régions où il faut qu'on rééquilibre parce qu'il y en a peut-être un peu moins sur certains bassins de population. Mais bon, tout ça, c'est un travail qu'on mène avec la Villette, donc, qui est l'opérateur, et puis nos partenaires interministériels pour effectivement qu'il y en ait un peu partout des microfolies, qu'elles soient accessibles facilement. Et que voilà, donc c'est vrai nous on est sur le alors très court sur le ministère de la Culture. Donc nous dès le 2018 en fait, après la première création en 2017, le ministère s'est investi sur les microfolies et a décidé donc de donner une subvention à la Villette pour déployer ce réseau sur l'ensemble du territoire. Et c'est vrai on est d'abord parti sur les territoires de la politique de la ville parce les microfolies sont comment dire, intégrées dans tous les plans gouvernementaux des territoires prioritaires, que ce soit les territoires ruraux, les territoires de la politique de la ville. Et là encore, il y a eu un comité interministériel des villes le 6 juin dernier où encore on poursuit cette mesure sur les microfolies parce qu'on considère que c'est un réseau très important voilà, d'action culturelle, d'éducation artistique. Et puis comme disait Nicolas tout à l'heure, ça permet aussi d'accéder peut-être à la connaissance d'œuvres qui sont près de chez soi, mais qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est aussi le travail du médiateur d'aller effectivement vers les musées aussi qui sont autour des microfolies. Donc voilà, donc tout ça c'est très important et que les microfolies sont des lieux ouverts, donc accessibles à tous, gratuits, même s'ils appartiennent aux collectivités, puisque c'est elles qui financent le fonctionnement ou les associations porteuses, hein, parce qu'on a des associations aussi qui sont porteuses de microfolies. Voilà, mais c'est ouvert à tout le monde, donc c'est un peu notre objectif. Voilà, que dire de plus? Je vais vous laisser la parole parce que le temps file et je pense que c'est important effectivement d'avoir des témoignages. Et là, je vois que certains ont répondu. Donc, je vous laisse la main, Hervé, pour reprendre voilà, le fil de la discussion et les échanges. Merci à vous. Merci. Alors, il y avait Fabienne et puis après Jean-Luc. Bonjour, Fabienne Tastet, je suis sur le département du Gers. Alors nous, on en a une microfolie dans un tout petit village de 200 habitants. Moi, j'y ai déjà participé en tant qu'individu et je suis au Franca depuis 2 ans et avec dans mes missions l'idée de développer des projets donc, culturels, etc. Et en effet, là, j'ai pris contact depuis très peu de temps pour voir avec la commune et l'Interco qui a un projet culturel, de voir comment on pourrait être en lien. Mais j'attendais un peu cette journée, ce rendez-vous-là pour avoir un peu plus d'éléments et voir comment finalement on pouvait en effet mettre en place un partenariat. Parce que la réalité pour nous, c'est que ce sont des services civiques qui sont les médiateurs, qui animent avec la réalité dans cet endroit-là, mais du fait que ça, c'est pas, ils sont pas là longtemps et c'est la réalité aussi des personnes telles. Enfin, et il y a des moments où il se passe des choses, il y a des moments où ça ne se passe pas. Voilà. Donc peut-être que nous, on pourrait peut-être apporter, c'est ma vision maintenant, mais il faut qu'elle évolue et qu'on travaille vraiment avec la collectivité et du coup votre réseau. C'est de voir comment nous, finalement, on peut amener le fil rouge, peut-être, je ne sais pas, faut avancer là-dessus. Voilà. Mais on est vraiment au démarrage de cette idée de partenariat. Voilà. Est-ce que ça veut... Ah, Ah, pardon. vas-y. Il y Non, avait mais une du coup, question. je rebondis. Ouais, vas-y.
C'était juste pour répondre à la question, parce que je vois dans le fil des discussions sur le profil des médiateurs, parce qu'on évoquait la question. Donc effectivement, c'est des médiateurs qui sont plutôt des profils juniors, hein, donc on est plutôt sur voilà en début de parcours, hein. Alors l'étude de l'IGAC montrait qu'il y avait aussi des personnes assez diplômées, hein, notamment en lien avec les beaux-arts, mais on peut aussi avoir des personnes qui ont une appétence pour la médiation culturelle, pour l'accueil des publics. Et on a quand même observé voilà, alors c'était d'abord effectivement beaucoup essentiellement des postes, des emplois aidés ou des postes en service civique, mais qu'ensuite on observait des parcours qui permettaient à ces médiateurs d'évoluer. On avait des personnes qui commençaient en service civique, puis en des emplois, et ensuite devenir responsable de la microphobie. Donc, pour certains, ça peut être aussi un tremplin pour la poursuite de leur parcours. Elisabeth, du coup, vous vouliez rebondir sur l'intervention de Fabienne ou... Non, effectivement, le Gers n'a qu'une microfolie, on est d'accord. Et c'est pas simple, effectivement, d'irriguer tous les territoires. On est bien conscient de ça. Voilà, donc c'est vrai que la mise en réseau et nous, en fait, sur la poursuite au-delà du déploiement qui va s'achever, parce qu'il y a un moment, on ne va pas non plus faire des microfolies tous les 2 kilomètres. Enfin, en tout cas, nous, ce n'est pas notre objectif. C'est de la mise en réseau et cette histoire de kit mobile dont a parlé Nicolas est très important justement pour irriguer des territoires, que ce soit ruraux d'ailleurs ou même en politique de la ville des fois, pour qu'effectivement des kits mobiles, voilà. Donc peut-être que pas si loin que ça de la microfolie du Gers, mais ou de votre point d'ancrage, il y a des microfolies qui ont des kits mobiles. Donc c'est vrai que s'adresser au médiateur de la microfolie, alors qui est à côté de chez vous, permet aussi d'avoir une connaissance de ce qui existe dans les autres microfolies du territoire dans lequel vous êtes. Et après, effectivement, comment dire, sur les profils de médiateurs, nous, on est très réticents évidemment sur le recrutement des services civiques qui ne sont pas des métiers, enfin, c'est pas des postes. Voilà. Après, si ça permet de lancer la microfolie, ok. Mais c'est vrai que on interpelle beaucoup les collectivités, enfin, bien sûr, c'est l'équipe de Nicolas qui fait ça, sur la nécessité d'avoir des postes permanent et pas en service civique, même si c'est passionnant pour les jeunes qui sont en service civique de se retrouver dans une microfolie. Mais voilà, donc à terme, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée, la microfolie du Gers, mais voilà, il faut peut-être lui donner du temps et n'hésitez pas à aller voir le médiateur, même si voilà, il n'est pas tout le temps là. Et c'est vrai que les microfolies ne sont pas ouvertes tout le temps non plus. Ça dépend de la collectivité, si elle met à disposition un ETP, 2 heures par jour, 4 heures par semaine. Enfin, c'est vrai qu'on est très dépendant de ça aussi. Voilà, c'est une réalité. Il ne faut pas négliger. Alors, il y a une intervention de Caroline et ensuite de Dalila. Bonjour Caroline, donc moi je suis la directrice des Franquettes du Val d'Oise et j'ai une mission aussi autour de l'éducation artistique et culturelle en Île-de-France sur 5% de mon temps de travail. Moi je suis tout à fait convaincue du grand intérêt que peuvent avoir les microfolies dans le cadre de la mission d'éducation artistique et culturelle. Simplement, on a un petit souci, en tout cas dans le Val d'Oise avec nos microfolies, c'est que j'arrête pas de dire aux animateurs sur les formations, aux chefs de service quand je fais l'accompagnement des PEDT, il faut aller à la microfolie, il faut aller à la microfolie, il faut aller à la microfolie. Et la réponse est invariable, puisqu'on en a plusieurs dans le Val d'Oise, hein. Gonesse, Villiers-le-Bel, Éragny, Bessancourt, entre autres. La réponse est invariablement la même. Bah oui, mais Caroline, ils prennent que des groupes de 5 enfants. Tu comprends bien que déjà, on est en sous-effectif d'animateurs. Alors, on ne peut pas envoyer un animateur pour 5 enfants en sortie. C'est pas possible. Donc, là, on a une réalité très bête, excusez-moi, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, hein, qui se présente à nous dans le cadre d'un accès, alors qu'on a un outil qui, à mon avis, est vraiment fabuleux, formidable. Et du coup, on s'est posé la question avec des opérateurs associatifs, et notamment le Centre départemental d'information jeunesse, de coporter une proposition associative avec une implantation sur le territoire de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et badaboum, non seulement l'appel à projet francilien est clos depuis août 2024, mais en plus, il finançait en termes de postes, puisque vous l'avez évoqué à l'instant, Madame Domas,
non pas des services civiques, mais des postes d'adultes relais, qui eux-mêmes ont disparu depuis le début d'année. Donc, nous voilà fort embêtés dans notre démarche. Néanmoins, voilà, s'il y a des solutions, des pistes, moi je continue de croire que cet outil a vraiment tout à fait sa place dans le parcours d'éducation artistique et culturelle et prépare soit la visite au musée, soit la venue de compagnies artistiques dans les structures. Enfin voilà, je pense que c'est un outil dont on peut se servir. Et en plus, on parle beaucoup d'éducation au et par le numérique. Je crois qu'il peut faire le lien avec cette pratique d'art numérique. Voilà. Donc, vous sentez un petit peu ma frustration à la fois et mon engouement. Alors, Dalila, et puis après, Nicolas, je vous laisserai peut-être répondre aux différentes, ou Elisabeth. Dalila. Alors, pour l'instant, tu n'as pas ton micro. Désolée, j'ai eu un C'est peu bon. de mal à C'est trouver. parfait, c'est bon. Donc, Dalila Ekinana, donc je travaille au Franca de Meurthe-et-Moselle. Moi, ma question, c'est en savoir un peu plus sur la mise en place, du coup, d'un agrément ou d'une microfolie sur le territoire, et notamment un kit microfolie mobile, parce que du coup, je ne pense pas qu'on pourra avoir un local dédié spécifiquement à ça, mais l'itinérance, ça pourrait être le meilleur choix dans notre fonctionnement. Bien. Alors, peut-être pour répondre dans l'ordre, vous m'entendez? Oui. Caroline, alors, sur les questions de moyens, malheureusement, voilà, là, nous, on a des leviers, mais là-dessus, on peut malheureusement pas agir. Alors, sauf sur les financements préfecture, hein, parce qu'effectivement, les appels à projets sont sur des périodes déterminées. Mais c'est pas pour ça que si on est hors période de lancement d'appel à projet, il n'y a pas de financement sur FNADT ou des CIL, comme j'en parlais. Donc, moi, ce que je préconise, hein, c'est vraiment toujours d'envoyer les dossiers de financement à la préfecture, même s'il n'y a pas d'appel à projet dédié, parce qu'il y a quand même des enveloppes qui restent pour financer ce type de projet via les préfectures. Donc là, on a pour chaque région, et ça va répondre aussi à Dalila, des référents dans l'équipe, hein, qui travaillent sur des territoires déterminés. Donc sur le Val d'Oise, c'est Amélie, et en Meurthe-et-Moselle, c'est Leïla qui travaille sur le Grand Est et qui vraiment voilà, sont très en lien avec les DRAC et aussi avec les SGAR au sein des préfectures pour appuyer les dossiers. Alors après, si l'enveloppe est vide, malheureusement, il n'y a pas forcément de possibilité, mais voilà, en général, le fait que le dispositif soit en politique prioritaire, hein, jusqu'à fin 2026 fait qu'il y a quand même une attention particulière qui est portée au niveau des préfectures sur ces dépôts d'appel à projet. Alors peut-être plus spécifiquement pour Dalila. Oui, pour Dalila. Voilà. Oui, sur la phase pour mettre en place ce projet, moi, ce que je vous propose, je vais vous mettre en contact avec la personne qui est notre référente, hein, sur le Grand Est et qui pourra vraiment prendre le temps de regarder ça avec vous, hein, parce que je vais esquisser rapidement sur la méthodologie de projet, les différentes étapes, etc. Mais voilà, ça mérite peut-être de prendre un temps un peu spécifique à ça. oui, mais Leïla vous dira aussi qu'il y a quand même déjà 8 microfolies en Meurthe-et-Moselle, donc il faut rester, comment dire, alerte sur cette notion de réseau. C'est-à-dire que je comprends votre demande, mais il faut aussi voir si il n'y a pas une microfolie qui est déjà sur votre territoire et qui vous accueillerait. Enfin, il faut rester dans une. On va pas
ce que je vous disais tout à l'heure, nous, notre objectif, c'est pas d'avoir une microfolie par structure. Voilà, il y a cette notion de réseau et d'approche. Voilà, après, on comprend les problèmes de mobilité et le Gers en fait partie, évidemment. On peut pas faire des kilomètres. Voilà, donc par contre, si Leïla, effectivement, ou le référent DRAC microfolie, parce qu'on a des référents microfolie dans toutes les DRAC, mais c'est vrai que c'est plutôt l'équipe de Nicolas qui est sur le terrain, euh, peut vous indiquer comment peut-être un kit mobile peut être utilisé pour qu'elle vienne peut-être dans votre centre. Enfin, il faut trouver des idées aussi pour, euh, voilà, pour trouver des solutions sans créer non plus 40 000 microfolies. Voilà. Je pense que la notion de réseau est très important à avoir en tête. Alors, Dalila, je te laisse rebondir, puis après, on va s'acheminer vers la conclusion. Alors, je me suis peut-être un peu mal exprimée. Donc, on a bien des microfolies en Meurthe-et-Moselle. On en a quelques-unes d'ailleurs qui sont juste à côté de notre siège et du coup qu'on a pu visiter. Le souci étant qu'on a un réseau d'adhérents collectifs large et qui ne sont pas forcément mobiles pour pouvoir se rendre sur ces microfolies-là. Donc, effectivement, si on a une microfolie qui est proche d'une de nos structures, on privilégiera cette microfolie qui est déjà en place, mais du coup, c'est pour permettre justement à toutes ces structures qui n'ont pas la possibilité de s'y rendre, de l'apporter directement là-bas, mais pas pour faire du nombre, quoi. D'où l'intérêt d'avoir un kit mobile quelque part, pas trop loin, qui C'est ça. pourrait éventuellement voilà, venir jusqu'à vous. Je ne sais Ah pas, oui, tout à je ne fait. sais pas du coup Merci pour si cette en précision. Meurthe-et-Moselle, je ne sais, on est en plus on est implanté sur la Meurthe-et-Moselle, on a quelques adhérents en Moselle Ouais. et du coup je ne sais pas s'il existe déjà un kit mobile sur le territoire, mais s'il en existe déjà un, on se mettra en lien directement avec eux. Oui, Leïla Alors, vous renseignera, comme Oui, Nicolas vient de donner ses coordonnées, je crois, sur la d'accord, je vais conversation. les Ouais. récupérer. Merci Oui, du coup, beaucoup. moi, de toute je vais façon, vous faire une proposition aux collègues là, aussi de réflexion un peu réseau Franca, et puis alors Aline, et puis après, on va conclure. Non, juste une question, c'était la durée des microfolies, combien de temps elle dure? Je pense pas que ce soit ouvert sur toute l'année. Et puis moi, je viens de regarder sur mon département, il y en a plusieurs, donc je suis en Vendée. Et il y en a notamment une qui avait eu lieu en printemps 2024, qui était itinérante sur une Comcom. Donc qui passait sur plusieurs communes, c'est ce que je viens de voir sur Internet, et qui figure pas sur la carte que j'ai vue qui a été diffusée. Donc plutôt la durée d'abord. Voilà. Alors, sur la durée alors, le dispositif est pérenne, hein, c'est-à-dire qu'une microfolie, les microfolies qui ont ouvert en 2020, 2017 sont toujours, 2018 sont toujours en activité, donc ça a vocation vraiment à être, voilà, à s'installer sur la durée. Sur les horaires d'ouverture, là, c'est vraiment propre à chaque dispositif, hein, c'est-à-dire qu'on a des microfolies, alors notamment dans des grandes agglomérations qui sont ouvertes, peuvent être ouvertes 6 jours par semaine et d'autres dans des zones un peu plus rurales que quelques demi-journées sur la semaine. Donc ça, il faut vraiment regarder sur chaque site de microfolie parce que il y a pas une durée d'ouverture globale pour l'ensemble du réseau. Merci. Ok. Bon, écoutez, donc je pense on va terminer ce temps. Alors, on a bien vu qu'il va y avoir d'autres temps, sans doute, de réflexion. Alors, du coup, moi, la proposition que je fais aux collègues là, des Francas, c'est que, comme Dalila ou comme Caroline, s'il y a des pistes voilà, de réflexion, bah, je veux bien que vous puissiez me les envoyer. Et peut-être qu'on pourrait faire après un temps, donc il y aura des contacts évidemment avec les DRAC, comme là, le contact que Nicolas a envoyé, mais voilà, que je puisse aussi retourner vers Nicolas et Elisabeth en disant bah, voilà ce que ça dit dans un réseau comme les Francas, et puis après on étudiera les possibilités. Sachant que ce que je vous avais pas expliqué, Elisabeth et Nicolas, c'est qu'on a un réseau de 80 associations départementales qui sont d'une diversité inouïe. C'est-à-dire qu'on a certaines associations où il y a uniquement des bénévoles, d'autres associations, donc c'est le cas par exemple de Meurthe-et-Moselle, qui sont des associations gestionnaires où il y a
vraiment un très large réseau de centres de loisirs affiliés et de salariés. Et donc, ça veut dire qu'on a dans notre réseau territorial des associations qui ont des capacités de création, de lieux. Alors, je pense aussi au Gard, là, j'avais vu Rudy tout à l'heure, où il y a des centres de loisirs tout neufs qui ont été conçus il y a pas très longtemps, ou d'autres départements. On a déjà des Fab Labs, par exemple, dans les centres de loisirs. On a des studios radio. Enfin, il y a une diversité par rapport à l'image qu'on peut avoir du centre de loisirs qui sont vraiment très, très, très ouvertes. Donc, voilà, peut-être qu'effectivement, il y aura là des appétences dans le réseau, puis on vous en fera à part, et puis on verra après comment ça peut ou pas aboutir. Voilà. Donc, ça serait ça ma proposition, c'est que les collègues des départements, vous revenez vers moi pour qu'on ait déjà voilà, une petite idée de ce que ça pourrait donner, et puis ensuite, on verra comment on instruit les dossiers au regard de la réalité locale, des pistes de financement, etc. Donc, Nicolas et Elisabeth, je vous laisse un mot de conclusion. C'est parfait. Ça me va très bien, Hervé. Oui, oui, collecter, on n'est pas sans contact, effectivement. Donc, bien sûr, tout ce qui peut aider à améliorer Oui, le salut Liane, c'est Laurent. Bah, écoute, dispositif, c'est Joanne, évidemment, on est tous tout le temps. preneurs. Bah, écoute, on se voit un autre moment. Ah, il y a Salut. quelqu'un qui parle en même temps que nous. Ouais. Voilà. bah, Mais il y a une oui, grande diversité dans votre réseau, mais il y a aussi une grande diversité de microfolie. Voilà, si ça peut être la conclusion. C'est vrai qu'on se retrouve face à un réseau, mais Nicolas l'a dit tout à l'heure, en fait, on a des fois 2 heures, puis voilà, c'est très, très variable aussi. Donc, on ne peut pas obliger non plus les collectivités à ouvrir plus s'ils n'ont pas les moyens d'ouvrir plus, puisque le fonctionnement est à la charge, bien sûr, des collectivités. Ouais. Vas-y, Nicolas, si tu veux compléter, mais on reste bien sûr à vos dispositions. Et si j'enverrai peut-être aussi le lien, je t'enverrai peut-être le lien, Hervé, de l'Atlas Culture qui référencie aussi les microfolies. Il est actuellement en refonte, mais dès qu'il sera disponible, je vous le mettrai aussi pour que vous y ayez accès. Voilà. Parce qu'il y a les adresses, du coup, aussi dans l'Atlas Culture. Très bien. Ça me permet de dire à tout le monde que j'ai créé une page Microfolie sur le site Ensemble pour l'éducation. Donc, j'y mettrai et la visio et les ressources que vous mentionnez. Nicolas? et ben, effectivement, nous, on a vraiment une équipe qui est à disposition pour prolonger l'échange. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi. On peut tout à fait organiser un temps d'échange un peu plus spécifique en fonction des projets. Alors, soit effectivement pour articuler avec les microfonies qui existent à proximité, ou pour imaginer d'en implanter une, pourquoi pas au sein des structures. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Eh ben, merci à vous. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement.